Nous sommes le 29 décembre 1972. Ce soir-là, c'est un TriStar L1011 qui assure le vol Eastern 401 New York-Miami. Le TriStar de chez Lockheed était un merveilleux oiseau. C'était vraiment un bel avion. Il était puissant et bourré d'innovation. La cabine de ce gros porteur est spacieuse et silencieuse. Et le service en classe affaires est luxueux. Le commandant de bord, Bob Loft, travaille pour Eastern Airlines depuis plus de 30 ans. À ses côtés, Albert Stockstill, le copilote, et Donald Repos, le mécanicien navigant. L'avion a décollé de l'aéroport Kennedy à New York il y a presque 3 heures. Et il entame maintenant sa descente sur Miami. Mesdames, messieurs, bienvenue à Miami. La température extérieure est d'environ 20 degrés et la nuit est claire. Allez, on sort le train. Dans le poste se trouve un 4e homme, Angelo Donadeo. C'est un expert en maintenance de la compagnie. Mais aujourd'hui, il est en repos et il rentre simplement à Miami. À bord, il y a 176 passagers. La plupart vont en Floride pour fêter le Nouvel An. Ron et Lily Infantino, eux, se sont mariés il y a 20 jours et viennent de passer Noël en famille. Le signal attachez vos ceintures venait de s'allumer. Nous allions atterrir. Et à travers le hublot, je pouvais distinguer les lumières de l'aéroport. Il est près de minuit quand le TriStar entame son approche finale sur Miami. C'est le copilote qui est aux commandes, tandis que le mécanicien navigant déroule la checklist. Radar. Relevé et éteint. Circuit hydraulique vérifié. 3500, 3300. Train sorti. À la sortie du train, le commandant remarque tout de suite un problème. T'as baissé la poignée à fond? Train avant non sorti. Le voyant du milieu, qui indique le verrouillage du train avant, ne s'est pas allumé. Bon, on va le remonter. Le train avant peut ne pas être totalement sorti. Le commandant fait un 2e essai. Les soutes de train s'ouvrent de nouveau. La sortie du train est assez bruyante. Quand on a l'habitude de l'avion, c'est un bruit familier. Là, les pilotes ont recommencé plusieurs fois. Ça ne nous a pas affolés, ça arrive parfois. On s'est juste regardé en se disant « Bon, eh bien, on n'est pas rentré. » Mais le voyant du milieu refuse toujours de s'allumer. Si le train avant n'est pas verrouillé, il peut céder sous le poids de l'avion et l'atterrissage peut tourner à la catastrophe. Miami Tour de Eastern 401, nous allons différer l'atterrissage. La lampe du train avant refuse de s'allumer. Eastern 401 reçu. Remontez dans l'axe à 2000 pieds. Et passez sur la fréquence approche unité 28.6. Vous voulez que je vérifie les lampes? Oui, vérifiez. Le mécanicien navigant allume ce que les pilotes appellent l'arbre de Noël. En clair, tous les voyants sont allumés pour détecter les ampoules déficientes. Le voyant du train avant ne s'allume pas. L'ampoule est probablement morte. Sauf si le train avant ne s'est pas réellement verrouillé. Comment savoir? Bob, vous pouvez essayer de secouer un petit peu l'ampoule? Mais l'ampoule en question est hors de portée du commandant. Après avoir demandé au vol 401 de remonter à 2000 pieds, le contrôle aérien éloigne l'avion de l'aéroport le temps de résoudre le problème. Vous voulez que je prenne les commandes, Bob? Quelle fréquence nous a-t-il dit, Bert? Unité 28.6. Je vais lui parler. Elle est juste au-dessus de la rouge, c'est ça? Oui, mais je ne peux pas l'atteindre d'ici. Non, je n'y arrive pas non plus. Ce soir-là, c'est une nuit sans lune. Et en s'éloignant de Miami, le TriStar replonge dans l'obscurité. Soudain, tout est redevenu très sombre. Cela signifiait que nous repartions vers l'est, vers les Everglades. Le copilote est toujours aux commandes, mais le commandant a besoin de son aide pour essayer de régler cette histoire de lampe. Enclenchez le pilote automatique. Très bien. Le TriStar est équipé d'un pilote automatique extrêmement moderne pour l'époque.
Il est même capable de poser l'avion tout seul. Pour l'instant, le copilote le programme pour maintenir l'appareil à 2000 pieds d'altitude. Maintenant, essayez de sortir l'ampoule. L'ampoule est enfin retirée, mais à l'œil nu, impossible de savoir si elle est ou non grillée. Richard Pragulski est ingénieur aéronautique. Il prend régulièrement ce vol et se doute que l'équipage doit faire face à un problème. L'avion se dirigeait vers les Everglades. Je savais que quelque chose n'allait pas à bord, parce qu'on tournait en rond et qu'on retardait l'atterrissage. Et le problème ne s'arrange pas, car maintenant le copilote n'arrive plus à remettre l'ampoule en place. Poussez l'interrupteur vers l'avant. Ok, il est de travers maintenant. Eastern 401, virez à gauche pour 1, cap 300. Ok, 300, Eastern 401. Descendez voir si ces satanés roues sont bien verrouillés. La soute électronique, surnommée le trou de l'enfer, est située juste sous le cockpit. Ce type de soute n'existe que sur les gros porteurs. Et de là, il est possible de vérifier visuellement le verrouillage du train avant. Vous pouvez me passer un mouchoir pour que j'ai une meilleure prise? Ensuite, rabat-le et tourne-le à droite. Ou n'importe quoi d'autre. Et tourne-le vers la gauche une seule fois. Descendez et regardez si cette Elle est satanée... coincée, Bob. Si j'avais une pince, je pourrais essayer avec ce mouchoir. Je peux t'en donner, mais si tu forces, ça va finir par casser, crois-moi. Eh bien, tant pis. Descendez voir si le train est aligné sur la ligne rouge. C'est tout ce qui m'importe. C'est un comble de s'acharner sur une lampe à 20 centimes. Sur un tel avion. Alors que l'équipage est toujours concentré sur le verrouillage du train avant, Richard Pragulski a une impression étrange. J'avais une tour à ma droite, à une certaine distance. Et on aurait dit que nous étions sur une trajectoire de descente. C'était très curieux. Le passager a noté quelque chose dont l'équipage ne s'est pas aperçu. L'avion est en descente et se rapproche dangereusement du sol. J'ai trouvé bizarre qu'il n'y ait pas eu d'annonce. Mais après tout, l'avion était encore haut. Et je me suis dit qu'il ferait peut-être l'annonce après l'atterrissage. Je n'étais pas très inquiet. Vous l'avez mis à l'envers? On dirait qu'il est carré. Le trou est-il aligné? Je ne sais pas ce qui retient ce fichu truc. Sans lui, on aurait pu être à l'heure. Mais sans lampe verte, pas de certitude que le train avant soit réellement verrouillé. Il faut donc attendre la confirmation visuelle du mécanicien navigant descendu dans la soute informatique sous le poste de pilotage. De là, en théorie, il doit pouvoir vérifier si le train est bel et bien sorti et verrouillé. Zut. Je ne vois rien du tout là-dessous. Hein? Je ne vois rien. Il n'est pas verrouillé? Je n'en sais rien. Il fait trop noir. Je n'y vois rien, même avec ma lampe. Et le phare d'atterrissage? Pardon? Oui, le phare d'atterrissage. Le commandant a oublié d'allumer le phare d'atterrissage qui éclaire le train avant. Réessayez. À la tour de l'aéroport international de Miami, le contrôleur Charlie Johnson vient tout juste de régler une situation d'urgence avec un autre avion. Les pompiers étaient là, mais ils n'ont pas eu à intervenir. Revenant à son écran, il s'aperçoit que le vol Eastern 401 est passé de 2000 à 900 pieds d'altitude. Il ne s'inquiète pas outre mesure, car il est fréquent que l'information fournie par le radar soit faussée sur plusieurs balayages successifs. Eastern 401, comment ça se passe pour vous là-haut? Ça va, nous aimerions faire demi-tour et revenir. Le commandant pense que d'ici quelques instants, le mécanicien va enfin lui confirmer que le train avant est bien verrouillé. Eastern 401, virez à gauche. Cap 180.
l'avion a pris un cap à l'est pour rejoindre le point d'entrée du circuit d'atterrissage. Et il va lui falloir plusieurs minutes pour de nouveau s'aligner dans l'axe de la piste. Au même moment, quelques dizaines de mètres plus bas, Bob Markey est en train de chasser la grenouille avec un ami. Quand soudain, il voit passer le Tristar. J'ai juste vu des lumières clignoter dans le ciel. Mais il faisait nuit, je ne voyais pas l'horizon. C'était impossible de savoir à quelle hauteur était l'avion. C'est à cet instant que les pilotes réalisent qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe avec l'altimètre? Quoi? On est toujours à 2000 pieds, non? Hé, mais que se passe-t-il? Les lumières de la cabine ont commencé à clignoter. Puis j'ai entendu un bruit. J'ai été comme fouetté, c'était une sensation violente. Et puis d'un seul coup, ce fut l'enfer. Instantanément, le spot radar de l'Eastern 401 disparaît de l'écran du contrôleur. Eastern 401, j'ai perdu votre contact radar, votre transpondeur. Quelle est votre altitude? Pour toute réponse, il n'obtient qu'un long silence. Et un message d'un autre appareil dans le même secteur lui fait comprendre que le pire est arrivé. Miami, tour de National 611. Nous venons de voir un grand flash. Cela venait de l'ouest. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous voulions vous prévenir. Dans le marais des Everglades, les survivants du crash sont en plein cauchemar. Bob Markey essaie de rejoindre la zone de l'accident. J'y suis allé aussi vite que je pouvais. Mais ça m'a quand même pris une quinzaine de minutes pour arriver sur les lieux du crash. Miraculeusement, Richard Pragulski est vivant. Je savais que j'étais grièvement blessé parce que mes vêtements étaient en lambeaux. J'avais toute la partie supérieure du corps dénudée et je pouvais retirer des lambeaux de peau sur mes bras. Je savais aussi qu'en état de choc, on ne ressent pas vraiment la douleur. Je savais que j'étais grièvement blessé et je me suis dit que la douleur allait venir plus tard. Mais comment rester calme et sortir du marais dans de telles circonstances? Plus je restais dans le marais, plus j'étais en danger. Au moment de l'impact, une vague de kérosène enflammé a dévasté la cabine passager. Je me souviens d'une boule de feu m'arrivant sur le visage. Je me souviens avoir vu un flash et avoir essayé de respirer, mais sans y parvenir. Bien sûr, le feu avait consommé tout l'oxygène de l'air. Et c'est la dernière chose dont je me souvienne avant de me retrouver dans le marais. Ron Infantino, lui, a été assommé par le choc. Il reprend conscience en plein marais. J'ai été éjecté plus loin et je n'étais pas avec les autres passagers. Lily. Lily. Il est grièvement blessé. Et sa femme Lily, qui était assise à côté de lui, est introuvable. L'eau des marais a éteint l'incendie. Mais une vingtaine de tonnes de kérosène s'est répandue dans la nature. Et les survivants ont l'angoisse de voir le feu repartir. Que personne ne craque d'allumettes! On nage dans le kérosène! Ça aurait vraiment été dommage de survivre à un tel crash et que quelqu'un allume bêtement une allumette et qu'on explose tous. C'était ça, ma plus grande peur. Enfin, Bob Markey arrive sur place.
Il se précipite dans le marais pour aider les survivants. Il patauge dans une véritable mare de kérosène. Ça m'a brûlé les jambes. J'ai dû me soigner pendant environ une semaine. Rapidement, Bob Markey repère un survivant grièvement blessé et toujours attaché à son siège. À moitié immergé, l'homme est sur le point de se noyer. Sa tête tombait dans l'eau. Je suis arrivé et il m'a dit « Aidez-moi, je n'arrive plus à tenir ma tête. » Et sa tête est retombée dans l'eau. Alors je l'ai aidé, je l'ai sorti de son siège. T'inquiète pas, mon gars. Je te tiens, je te tiens. Bob va ainsi sauver des dizaines de personnes de la noyade. Malheureusement, Ron Infantino, lui, est isolé des autres survivants et depuis quelques minutes, il a une nouvelle raison de craindre pour sa vie. J'entendais passer les alligators et les serpents dans les herbes. J'entendais le rugissement des alligators qui sortent à cette heure-là. Si un alligator ou un serpent me trouvait, alors là, j'étais mort. Je ne pouvais pas me défendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu un chant de Noël. C'est Trudy Smith qui, pour réconforter les survivants, s'est mise à chanter un cantique de Noël. Nous savions instinctivement que nous n'allions pas sortir d'ici tout de suite. Parce que personne ne savait où nous étions. Au beau milieu d'un marais, à minuit, que pouvait-on faire d'autre? Il faut nous imaginer dans le noir, en pleine nuit, et en pleine désolation, entendre une voix chanter. C'était comme être sur le Titanic en train de couler. C'était incroyable. L'alerte est aussitôt donnée et les hélicoptères des gardes-côtes se lancent à la recherche de l'avion. Mais la nuit est sombre et trouver le lieu du crash est difficile. Au sol, Bob Markey essaie désespérément de signaler sa présence aux hélicoptères. Je les voyais aller dans la mauvaise direction. Et j'ai fait des signes avec ma lampe jusqu'à ce qu'ils fassent demi-tour pour revenir vers nous. On avait l'impression d'être dans le marais depuis des heures quand nous avons entendu un hélicoptère. C'était rassurant. Quelqu'un savait enfin où nous étions. Moins de 30 minutes après le crash, l'épave est localisée dans les marais. Mais les hélicoptères ne peuvent pas se poser à moins de 100 mètres. Aussitôt, Bob prend son aéroglisseur pour faire la navette et permettre aux sauveteurs de rejoindre les survivants. Son premier passager s'appelle Don Schneck. Je suis monté sur son hydroglisseur et il m'a demandé où étaient les autres sauveteurs et je lui ai dit « Il n'y a que moi, allons-y ». Nous avons pénétré dans le marais jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il ne voulait pas aller plus loin et prendre le risque de renverser quelqu'un. Il y avait des corps partout. C'est donc à pied que Don Schneck part à la recherche de survivants. Je me suis approché d'un gros débris que j'avais repéré de loin quand j'ai réalisé qu'il s'agissait du nez de l'appareil. À son grand étonnement, un des pilotes, le commandant Loft, a survécu au crash. Il était très mal. Il avait des plaies ouvertes et des côtes cassées. Il était en état de choc. Je lui ai dit de se calmer, que j'étais seul, mais que les autres arrivaient. Je lui ai dit d'attendre, de s'accrocher. Je vais mourir.
Quand il m'a dit ça, j'ai essayé de le rassurer. Il fallait qu'il tienne bon, qu'il s'accroche. Je me sentais vraiment impuissant, car j'étais tout seul. Je me suis retourné et j'ai regardé vers Miami, en pensant, mais où sont-ils tous? C'est à ce moment-là que j'ai vu des dizaines de lumières venir vers nous. Et j'ai remercié Dieu. Le copilote a été tué sur le coup. Le commandant Loft est décédé de ses blessures avant l'arrivée des secours. Angelo Donadeo, le mécanicien navigant, et Don Repos font partie des survivants avec 75 autres personnes. Au total, le crash a fait 99 morts. À l'aube, tous les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Miami. Ron Infantino fait partie des blessés graves, dont le pronostic vital est engagé. Un prêtre est venu me donner les derniers sacrements. Donc je me suis dit que j'avais peu d'espoir. C'était une pensée terrifiante. Bien sûr, à ce moment-là, je demandais toujours des nouvelles de Lily. Est-ce que quelqu'un l'avait vue? C'était un tel bazar là-bas cette nuit-là. Lily. Où est Lily? L'accident fait la une de la presse mondiale. C'est à la fois le premier crash d'un gros porteur et le plus meurtrier de toute l'histoire de l'aviation civile américaine. D'emblée, la pression est très forte sur les enquêteurs du NTSB, le bureau fédéral en charge des enquêtes sur les accidents d'avion. C'était un énorme puzzle. Cet avion était le plus moderne, le plus sophistiqué et le meilleur des avions de ligne. Et il semblait être en parfait état de marche. Le NTSB a tout de suite compris que l'enquête serait très longue et qu'elle impliquerait de soulever des problèmes potentiels à plusieurs niveaux. Pour les enquêteurs, les lieux mêmes du crash sont riches d'enseignements. La trace de l'impact s'étale sur plusieurs centaines de mètres, indiquant que l'avion s'est écrasé dans le marais avec le nez en l'air, comme s'il allait atterrir. Sa descente a été lente et graduelle. En étudiant les photos du tableau de bord, les enquêteurs s'aperçoivent que le pilotage automatique était programmé sur une altitude de 2000 pieds. Que s'est-il donc passé pour que, malgré tout, l'avion s'écrase? Angelo Donadeo, le quatrième homme dans le poste, est interrogé. Tout ce qu'il peut dire, c'est que l'équipage était très préoccupé par une histoire de lampe. Les boîtes noires sont finalement retrouvées au bout de 48 heures. Les enquêteurs attendent beaucoup des enregistreurs de vol, et ce d'autant que les témoins survivants se raréfient. Le mécanicien navigant, Don Repos, finit par succomber à ses blessures. Quant à Ron Infantino, on lui apprend le décès de sa jeune femme dont le corps a été retrouvé sous l'aile de l'avion. C'était une personne merveilleuse. J'avais 27 ans et elle aussi, et c'était mon premier amour. Et le jeune marié ne peut s'empêcher de culpabiliser, car il occupait le siège de sa femme. Ils avaient échangé leur siège plus tôt pendant le vol, lorsqu'elle s'est élevée pour aller aux toilettes. Elle a été éjectée dans le marais et s'est noyée, et lui a survécu. Quant au marais, il fut à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est le marais qui a sauvé la plupart des gens, parce que quand l'avion s'est écrasé, le marais a absorbé toute l'énergie. La boue l'a absorbé et l'avion s'est démantelé. L'eau des marais est très épaisse et la boue a limité les hémorragies des survivants, permettant à certains de rester en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Le revers de la médaille fut une contamination microbienne liée à certains germes présents dans les boues noires des Everglades. Et cette contamination peut déboucher sur une gangrène gazeuse capable de tuer un patient en 48 heures.
Pour lutter contre la gangrène gazeuse, il n'y a que deux moyens. Soit l'amputation, soit installer le malade dans un caisson hyperbare. En clair, il s'agit d'un conteneur rempli d'oxygène à haute pression. La pression force l'oxygène à pénétrer dans les plaies et arrête alors la propagation des bactéries. Pour les survivants, un nouveau problème surgit. 8 d'entre eux sont atteints de gangrène gazeuse. Il faut donc trouver 8 caissons hyperbares si on veut éviter les amputations. Ron Infantino est dans ce cas. Son bras est très infecté. Le docteur est entré et m'a dit que j'avais une gangrène gazeuse et qu'il devait m'amputer du bras immédiatement ou me mettre en caisson hyperbare. Malheureusement, le seul caisson de la ville se trouvait à l'hôpital de la Pitié et il était déjà utilisé. Alors que les médecins cherchent un caisson pour Ron Infantino, les enquêteurs, eux, continuent à examiner les débris de l'avion. Ils passent au crible notamment les instruments, les commandes de vol et ce qu'il reste des moteurs et des circuits électriques et hydrauliques. L'avion était quasiment neuf. Il était en parfait état. Nous n'avons trouvé aucun motif pouvant expliquer le crash. En fait, certaines pièces de l'avion sont en si bon état que le NTSB les restitue à Eastern Airlines pour que la compagnie puisse les réutiliser sur d'autres appareils de sa flotte. Quant à Ron Infantino, finalement, un caisson hyperbare se libère sur une base navale à Panama City. Le blessé est aussitôt transféré pour un séjour d'une quarantaine d'heures dans le caisson où l'oxygène sous pression aura raison des bactéries et lui sauvera la vie. Messieurs, pour ce crash, il y a 3 causes possibles à explorer. Pour l'instant, ce crash demeure un mystère. Un avion ultramoderne, sans problème technique apparent, perd 2000 pieds sans que l'équipage ne s'en aperçoive. S'agit-il d'une défaillance humaine? En tout cas, pour les enquêteurs, c'est l'explication la plus probable. Et ce, d'autant que l'autopsie du commandant apporte un élément déterminant. Bob Loft était en fait atteint d'une tumeur au cerveau qui n'avait jamais été décelée. Or, cette tumeur appuyait sur la zone cervicale responsable de la vision. En étudiant son dossier médical, les enquêteurs découvrent que durant les 2 dernières années, la vision de l'œil gauche du pilote s'est rapidement détériorée. Et d'après les médecins, sa vision périphérique pouvait être réduite. Or, alors que le commandant Loft était concentré sur la lampe défectueuse, il n'a manifestement pas vu l'aiguille de l'altimètre glisser lentement vers le zéro. Et les enquêteurs s'interrogent. Est-ce qu'une maladie non décelée peut être à l'origine de la première catastrophe aérienne impliquant un gros porteur? On est toujours à 2000 pieds, non? Mais que se passe-t-il? Pour mieux connaître le passé du commandant de bord, les enquêteurs interrogent ses proches et dissèquent son dossier médical. Les enquêteurs ont appris des amis et de la famille du commandant Loft qu'il avait une vision parfaite. C'était un tireur d'élite hors pair. Il tirait surtout des colombes, qui sont de très petites cibles. À la dernière visite médicale obligatoire pour les pilotes, les médecins lui avaient prescrit des lunettes correctrices pour piloter. Mais cela ne prouve pas forcément une réduction dangereuse de son champ visuel. Il avait 55 ans et à cet âge, la plupart des gens portent des lunettes. Le docteur Joe Davis, qui a procédé à l'autopsie, m'a dit que même si la tumeur appuyait sur les zones du cerveau qui contrôlent la vue, il n'y avait aucune raison de croire que sa vision était affectée. Il estimait que cela n'avait aucun rapport avec l'accident. Quoi qu'il en soit, le diagnostic médical ne suffit pas à expliquer pourquoi le vol 401 a entamé une descente intempestive. Enclenchez le pilote automatique. Très bien. Et s'il s'agissait d'une défaillance du pilotage automatique, qui était censé maintenir l'avion à 2000 pieds? Les enquêteurs ont retrouvé les ordinateurs de bord indemnes. Ils décident de remonter l'unité de pilote automatique sur un autre Tristar, et 11 jours plus tard,
ils refont le vol dans les mêmes conditions. Mais le pilote automatique ne présente aucune anomalie et maintient bien l'avion à 2000 pieds. A priori donc, ce n'est pas la bonne piste. Les enquêteurs se posent alors une autre question. Pourquoi le contrôle aérien n'a pas détecté la descente de l'avion? Miami est un des premiers aéroports au monde à avoir été équipé d'un nouveau radar, capable de donner la position, la vitesse et l'altitude de l'appareil. Pourquoi Charlie Johnson, le contrôleur, n'a-t-il pas alerté l'équipage? Les enquêteurs écoutent les enregistrements des échanges radio de Johnson ce soir-là. National 607 a une urgence. Envoyez des pompiers et une ambulance immédiatement. Et ils découvrent qu'un autre appareil en difficulté avait largement monopolisé l'attention du contrôleur. Le vol National 607 qui précédait l'Eastern 401 avait lui aussi un sérieux problème de train d'atterrissage. Piste 9, nous avons besoin des pompiers et des ambulances. Je répète, nous avons besoin des pompiers et des ambulances. Pour gérer au mieux cette urgence, Charlie Johnson avait transféré le vol 401 à un de ses collègues. Mais alors que le National 607 était en plein atterrissage d'urgence, le collègue en question avait rebasculé le vol 401 vers Johnson. Je te repasse l'Eastern 401. Il a toujours son problème de train avant. À cet instant, le vol Eastern 401 est déjà en train de survoler les marais des Everglades. Quant au contrôleur, il a 5 autres avions à surveiller et la fin de la procédure d'urgence du vol précédent. National 607 s'est posé sans incident. Les pompiers étaient là, mais ils n'ont pas eu à intervenir. C'est là qu'il s'est aperçu que l'altitude du vol 401 avait chuté de 900 pieds. Ça peut être une erreur due au fonctionnement du radar. Ça arrive et à l'époque c'était très fréquent. Souvent le radar nous annonçait des avions au niveau de la mer. Pendant 2 ou 3 minutes, nous avions des indications erronées d'altitude. Et puis tout à coup, ça revenait et nous retrouvions l'avion à sa place. Le mérite de ce contrôleur, c'est d'avoir réagi. Charlie Johnson décide quand même de contacter le vol 401. Eastern 401, comment ça se passe pour vous là-haut? Ça va, nous aimerions faire demi-tour et revenir. Eastern 401, virez à gauche. Cap 180. À l'issue de ce bref échange radio, Charlie Johnson a cru que la situation était sous contrôle. Eastern 401, comment ça se passe pour vous là-haut? Ça va, nous aimerions faire demi-tour et... Les enquêteurs ont conclu qu'à cet instant, seul le contrôleur pouvait s'apercevoir que l'avion était en descente. Outre le fait que l'altitude indiquée sur le radar n'était pas fiable, pourquoi alors ne pas avoir averti l'équipage? La réponse est simple. À l'époque, ce n'était tout simplement pas dans les attributions des contrôleurs. À l'époque du crash, la FAA demandait aux contrôleurs aériens de procéder au tri des avions. Mais ça ne faisait pas partie de leurs attributions de contrôler l'altitude des appareils en vol. L'enquête se concentre à nouveau sur le poste de pilotage. Le TriStar 1011 est équipé de différents systèmes d'alarme pour aider les pilotes à percevoir un danger. Ainsi, une alarme se déclenche si l'avion s'écarte de plus ou moins 250 pieds de l'altitude affichée. D'ailleurs, sur les enregistrements, les enquêteurs entendent distinctement cette alarme, alors que le TriStar passe sous les 1750 pieds. T'as entendu? Comment ils ont pu rater ça? Les enquêteurs se replongent dans la transcription des discussions pour tenter de comprendre pourquoi personne n'a entendu cette alarme. Vous l'avez mis à l'envers? On dirait qu'il est carré. Au moment où l'alarme se déclenche pour avertir l'équipage d'une altitude trop basse, le commandant et le copilote sont en train d'essayer de réinstaller le voyant lumineux du train avant. Et le mécanicien navigant, lui, est dans le trou de l'enfer, la soute informatique, pour vérifier le verrouillage du train. Or, l'alarme sonore résonne sur le poste de travail du mécanicien. Plus éloignés, les 2 pilotes concentrés sur leur discussion ne l'ont tout simplement pas entendu.
La sonnerie que l'on entendait clairement sur l'enregistrement de la boîte noire n'a pas été entendue par les pilotes. Non pas parce qu'ils ne faisaient pas attention, mais parce qu'ils étaient absorbés par un autre problème. Nous ne sommes que des êtres humains, finalement. Au bout du compte, l'élément déclencheur de la catastrophe semble bien être la distraction de l'équipage. D'autant que plusieurs instruments leur indiquaient simultanément la descente. La question essentielle était pourquoi les pilotes étaient-ils préoccupés au point de ne pas surveiller leurs instruments? Ils devaient prendre en compte l'humain et les interactions avec les autres. Ils voulaient comprendre pourquoi personne n'avait remarqué que l'avion avait entamé sa descente en dessous de 2000 pieds. C'était un domaine totalement inconnu en 1972. En interrogeant de nombreux pilotes, les enquêteurs découvrent qu'en fait la plupart font confiance au pilotage automatique et laissent leur vigilance s'endormir. Les pilotes sont-ils en train de devenir trop dépendants de la technologie? Enclenchez le pilote automatique. Très bien. L'équipage avait une telle confiance dans le pilotage automatique que visiblement ils n'ont pas surveillé leurs instruments de base, comme la vitesse et l'altitude. Maintenant, essayez de sortir l'ampoule. Une fois le pilote automatique programmé, le commandant et le copilote se sont concentrés uniquement sur cette histoire de lampe. Nous devons encore trouver pourquoi l'avion est descendu. C'est la dernière question, cruciale. Qui a décidé que l'avion allait descendre? Pas le pilotage automatique puisqu'il fonctionnait normalement et devait maintenir l'appareil à 2000 pieds. Qu'est-ce qui se passe avec l'altimètre? Quoi? Pas les pilotes non plus qui sont persuadés d'être à 2000 pieds comme le prouve leur discussion enregistrée. Toujours à 2000 pieds, non? Hé, mais que se passe-t-il? Alors, que s'est-il passé? La vérité éclate 2 mois plus tard, lors d'une audience publique du NTSB à Miami. Un autre pilote de TriStar, Daniel Gellert, lui aussi chez Eastern Airlines, vient témoigner de son expérience personnelle. Et elle est très intéressante. En 1972, le monde de l'aviation voyait d'un mauvais œil qu'un pilote passe outre son pilote en chef et sa compagnie pour aller raconter son expérience à la NTSB. Les compagnies étaient beaucoup plus bornées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Daniel Gellert raconte que récemment, lors d'un vol, il a laissé tomber sa carte sur le sol. En se baissant pour la ramasser, il a touché le manche. Et aussitôt, le maintien d'altitude du pilote automatique s'est désengagé. Daniel Gellert s'en est aperçu et a pu le réengager. Mais le NTSB découvre que ce type d'incident est fréquent. D'ailleurs, 17 jours après le crash, Eastern Airlines a publié une note à l'intention de ses pilotes de TriStar, les mettant en garde contre un choc involontaire sur les commandes susceptible de désengager le pilote automatique. Sur tous les avions modernes, il y a un interrupteur à pression. Quand on veut reprendre les commandes, on ne perd plus de temps à couper le pilotage automatique. Vous comprenez? Il suffit de prendre le manche en main pour qu'il se désengage. Grâce aux boîtes noires, les enquêteurs savent à quel moment précis l'appareil a entamé sa descente. Il était 23 h 37 minutes et 8 secondes. Ils savent aussi, grâce aux transcriptions, ce qui est en train de se dire dans le poste au même moment. Descendez voir si ces satanés roues sont bien verrouillés. En se retournant pour parler au mécanicien, le commandant a par inadvertance touché le manche. Un coup de coude suffisamment fort pour déconnecter la fonction altitude du pilote automatique. À partir de là, et sans que personne ne s'en aperçoive dans le poste, l'avion a entamé sa descente. Circonstance aggravante, c'est un vol de nuit sans lune. Et il n'y a à l'extérieur aucune référence visuelle qui pourrait indiquer aux pilotes qu'ils sont en descente. Il a été prouvé qu'un seul léger coup donné sur le manche peut désengager le pilote automatique. Avant le crash, ça ne faisait pas partie de leur formation.
De fait, un formateur d'Eastern Airlines a reconnu qu'avant le crash, ce point qui peut apparaître comme un détail n'était pas enseigné dans la formation des pilotes. Finalement, le NTSB conclut que l'accident était dû avant tout à une erreur du pilote. L'équipage n'avait pas été suffisamment formé et avait manié sans grande précaution des automatismes sophistiqués. Le vol 401 a été un accident fondamental dans l'histoire de la sécurité aérienne. Il nous a fallu 10 ou 15 ans pour comprendre que la façon dont nous gérions à l'époque les choses dans le cockpit non seulement n'était pas la bonne, mais était carrément dangereuse. Le NTSB découvre également que la fameuse lampe de verrouillage du train avant, indirectement à l'origine de toute l'histoire, eh bien cette lampe était tout simplement grillée. Allez, on sort le train. En réalité, le train avant du vol 401 était bien sorti et verrouillé. L'avion aurait pu se poser en toute sécurité. La seule panne sur cet appareil ultramoderne concernait une ampoule à 20 centimes. Le crash du vol 401 est en fait un élément fondateur en matière de sécurité aérienne. La formation des pilotes va évoluer, ainsi que la manière de réaliser les enquêtes sur les accidents. De nouvelles consignes sont également données aux contrôleurs aériens, qui dorénavant doivent informer les pilotes si leur altitude se modifie anormalement. Mais pour vraiment réduire le risque lié au facteur humain et changer les mentalités dans les cockpits, il va falloir attendre encore 4 années et la survenue de la plus grande catastrophe aérienne de toute l'histoire de l'aviation. En 1977, sur l'aéroport embouteillé de Tenerife, en plein brouillard, 2 Boeing 747 se percutent au décollage. Oui, je répète, nous sommes prêts au décollage. Ok, restez en stand-by, je vous appelle. 1736, signalez-moi quand la piste est dégagée. Ici Nordirata. Ici Nordirata, c'est pour l'Amérique. Cette catastrophe est la conséquence directe d'une très mauvaise communication entre les 3 hommes présents dans le poste de pilotage. Dans ces 2 accidents, celui de Tenerife et celui du vol 401, on voit que les équipages font du bon travail. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains. Or, les choses peuvent rapidement très mal tourner quand on oublie que les êtres humains sont faillibles. À la fin des années 70, la NASA lance un grand programme pour développer les sciences du comportement et réduire les erreurs humaines. Les pilotes doivent se tenir prêts. Leur comportement durant ce vol va être étudié de près par nos équipes. C'est ainsi qu'est né le CRM, en français, la gestion des ressources de l'équipage. La gestion des ressources de l'équipage signifie qu'il n'y a pas un commandant qui dirige et les autres qui suivent. Le commandant doit être le leader, mais il doit aussi écouter et interagir avec les autres membres d'équipage qui eux aussi ont droit à la parole. Des décennies plus tard, le cas du vol 401 est toujours cité dans les écoles de pilotage comme l'exemple type d'un mauvais CRM. Le problème, c'est que Bob Loft ou Stockstill, à l'époque, n'avait pas appris que lorsque quelque chose ne va pas, la première responsabilité du commandant, c'est de maintenir lui-même le contrôle de son avion ou de désigner quelqu'un pour le faire. On est à 2000 pieds. Vous voulez que je prenne les commandes, Bob? Quelle fréquence nous a-t-il dit encore, Bert? Unité 28.6. Je vais lui parler. Sur le vol 401, le commandant n'a pas clarifié le rôle de chacun. Conséquence, les 3 hommes se sont penchés sur le même problème. Bob, vous pouvez essayer de secouer un peu l'ampoule? Il faut la sortir et ensuite la remettre. Avec le copilote aux commandes et le commandant qui dirigeait depuis son siège, c'était déjà mal engagé. Elle est juste au-dessus de la rouge, c'est ça? Oui, mais je ne peux pas l'atteindre d'ici. Le commandant ne pouvait pas atteindre la lampe. Le copilote, lui, le pouvait, mais il était aux commandes. Ça posait forcément un problème. Mais il n'avait pas été formé pour y faire face. Aujourd'hui, à travers les techniques de CRM, les équipages sont même formés pour résister aux sautes d'humeur d'un de leurs collègues. Vous pouvez me passer un mouchoir pour que j'aie une meilleure prise? Ou n'importe quoi d'autre? Descendez, regardez si cette satanée... Elle ne sort pas, Bob. Donc, si le leader a un problème, comme dans le cas présent avec une ampoule... Il est de travers maintenant. Poussez-le... Et qu'il est très irrité et que le copilote ne fait qu'empirer les choses, le copilote va s'en vouloir. Je ne sais pas ce qui retient ce satané truc.
Don Repo ne sera pas non plus content de devoir descendre pour régler le problème, et comme il ne voit rien, il va devoir remonter pour les prévenir. Ils sont tous tendus. Mais le train est-il en place? Je ne vois rien. Quand un équipage est aussi tendu, ce n'est pas le moment de se tourner vers le commandant pour lui dire « Vous auriez dû faire cela ». Mais ça fait partie des évolutions de la sécurité aérienne que nous pouvons maintenant enseigner à d'autres industries. L'attribution de tâches spécifiques à chaque membre d'équipage fut une des conséquences directes de la catastrophe du vol 401. Elle a permis d'améliorer notablement la sécurité aérienne. Mais le vol 401 est aussi entré dans la légende pour des raisons plus ésotériques. Durant les mois qui ont suivi le crash, des passagers ou des membres d'équipage ont à plusieurs reprises cru voir en vol des apparitions des membres de l'équipage du vol 401. Souvent sur des avions équipés de pièces récupérées sur l'épave du Tristar accidenté. Aux États-Unis, l'affaire fit grand bruit et un ouvrage lui fut même consacré, affirmant que les fantômes du vol 401 étaient bienveillants et voulaient juste éviter une nouvelle catastrophe. La réaction officielle d'Eastern Airlines face à ces histoires de fantômes a été celle de déni total devant le public, mais en privé, il y avait comme un vent de panique. Les apparitions réelles ou supposées de fantômes furent si nombreuses que Eastern Airlines décida finalement de retirer de ses avions toutes les pièces ayant appartenu au vol 401. Quant aux survivants, ils n'ont jamais oublié cette nuit du 29 au 30 décembre 1972 et les marais des Everglades. Et 35 ans plus tard, ils ont décidé de tous se réunir pour célébrer celui sans lequel la plupart seraient eux aussi devenus des fantômes. Ce jour-là, vous avez été vraiment courageux. Vous avez sauvé beaucoup de vies. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire merci. Beaucoup parmi les survivants doivent la vie à Robert Marquis et à son hydroglisseur. Il les a vus se noyer et a décidé que la moindre des choses, c'était d'essayer de sauver ceux qu'il pouvait. Robert Marquis est le genre de personne que nous aimerions tous être si nous étions confrontés à ce type de situation. Il lui a fallu du courage pour faire ça. Il fait partie des vrais héros de cet accident.